Bonjour, messieurs, dames. Mon nom est Marc-André Leduc. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter Dr. Ariel Massetto dans le cadre du mois pour la fibrose pulmonaire. Dr. Massetto va nous faire une présentation. Dr. Massetto va nous faire une présentation sur la prise en charge des maladies interstitielles pulmonaires associées aux collagénoses. Alors, pour présenter Dr. Massetto, il est professeur adjoint au département de rhumatologie de l'Université de Sherbrooke depuis 2006. Il s'implique beaucoup dans la formation médicale continue pour les soins primaires et participe à plusieurs activités pédagogiques, notamment des exposés, des ateliers et des remises en bourse de bourses en clinique. Au sein du Centre de formation continue de l'Université de Sherbrooke, il est responsable du programme d'études spécialisées en médecine musculo-squelettique à l'intention des médecins de famille. Comme enseignant dans le domaine médical et leader d'opinion régionale, il croit fermement au besoin urgent d'augmenter les compétences cliniques en rhumatologie des médecins de soins primaires. Il oriente sa carrière vers cet objectif vital. Il s'intéresse également à la recherche sur la sclérodermie et est membre du groupe de recherche canadien sur la sclérodermie. Alors, avant de donner la parole à Dr. Massetto, je vais vous inviter à porter attention sur votre écran. Si vous portez attention, il y a une boîte de dialogue à la droite où vous pouvez mettre vos questions. Et également, il y a un petit poll, P-O-L-L, sur lequel il y a quelques questions avant de débuter que nous apprécierions que vous puissiez compléter afin de savoir quelle a été l'audience de la journée. Ne pas oublier également à la fin de cette présentation de également remplir un petit sondage très court. Et tout au long de la présentation, vous pouvez mettre vos questions là où il y a le Q&A. Et si la même question que vous avez se représente, vous pouvez simplement voter, cliquer sur vote. Et à ce moment-là, je saurai qu'il y a plusieurs personnes qui posent cette même question-là. Alors, on a Mme Sharon Lee, qui est la directrice exécutive de la Fondation pulmonaire, qui aimerait vous adresser deux petits mots en anglais pour vous dire bonjour, vous remercier d'être ici, puis ensuite on donne la parole à Dr. Massetto. Merci beaucoup. Hello, everyone, and thank you for that kind introduction. Thank you for that kind introduction, Mark. Thank you for joining us today. The Canadian Pulmonary Fibrosis Foundation is very pleased to have Dr. Massetto today to make his presentation on rheumatoid and pulmonary fibrosis. I just want to say thank you so much for joining us. Enjoy the session and be sure to come back and visit us in November for the video recordings if you missed the other sessions, and check out our online cpff.ca. Merci. Bonjour tout le monde. Je commence pour remercier la Fondation canadienne des fibroses pulmonaires pour l'invitation. Et je vais rapidement profiter seulement pour compléter un peu ma biographie. Ici à l'hôpital, au centre universitaire de Sherbrooke, on a une clinique de sclérodermie et puis on fait le suivi maintenant des 212 patients, dont nous avons presque une quarantaine avec la fibrose, la pneumonie interstitielle en association avec la sclérodermie. Je fais la gestion et la coordination de cette clinique et je collabore beaucoup, bien sûr, avec tous ces cas-là de pneumonie interstitielle avec le département de pneumologie, notamment Dr. André Quentin et Dr. Christophe Rie, qui sont des spécialistes dans les maladies interstitielles pulmonaires. Une bonne partie de ma présentation, j'ai emprunté, on a échangé des diapos du Dr. Janet Pope et du Dr. Shalene Fell. Ce sont des rhumatologues qui travaillent en Ontario et je les remercie aussi. Donc, ma présentation doit durer environ 70 minutes, je calcule. Comme le public est vraiment hétérogène selon les informations que j'ai eues, donc il va y avoir des patients, des professionnels de santé et des médecins. Je vais expliquer calmement avec un vocabulaire plus simple la plupart de mes diapos et j'espère que ça soit compréhensible et d'intérêt pour tous. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Les objectifs d'apprentissage aujourd'hui sont d'identifier les avancements dans le dépistage et dans le diagnostic de maladies pulmonaires interstitielles associées aux collagénoses ainsi qu'à la polyarthrite rhumatoïde
Et on va parler aussi des avancements, faire une mise au point du traitement de ces maladies-là. Donc, quand on parle de maladies interstitielles pulmonaires, on a plusieurs causes et plusieurs types que vous voyez ici dans ces tableaux qui peut sembler assez complexe. La maladie un peu plus, disons, reconnue par la plupart des médecins et des professionnels de santé, et même des patients, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. Idiopathique en médecine, ça veut dire sans cause définie. C'est comme l'hypertension, ça apparaît, il n'y a aucune autre maladie associée ou une exposition qui cause ça. On a d'autres maladies plus rares qui sont dénominées ici. Et notre intérêt aujourd'hui, vous voyez, maladie interstitielle pulmonaire, des causes connues. Comme vous voyez, entre les différentes causes connues des maladies pulmonaires interstitielles, on a des maladies auto-immunes et des maladies rhumatologiques auto-immunes. Surtout les sclérodermies et l'arthrite rhumatoïde. Quand on parle de collagénose, ça veut dire des maladies auto-immunes qui touchent plusieurs organes et qui sont de la spécialité rhumatologique. On en a plusieurs, mais on va cibler surtout les sclérodermies et l'arthrite rhumatoïde aujourd'hui, parce que ce sont ces deux-là qui sont souvent associés avec une maladie interstitielle pulmonaire. Ensuite, on a une troisième catégorie de collagénose qui s'appelle la myosite, une maladie plus rare, on n'aura pas le temps, ni ça va être trop complexe de mettre tout ça dans notre panier. Donc, vraiment, si on fait une mise au point de la sclérodermie, de l'arthrite rhumatoïde en lien avec la maladie interstitielle pulmonaire, je pense que c'est déjà assez important pour les connaissances de tout notre public. Donc, voici ce qui n'est pas négligeable. Hein. On voit ici dans les tableaux en bas, on voit que dans cet registre canadien des fibroses pulmonaires, si on fait la sommatoire ici, on a 60% des maladies pulmonaires fibrosantes qui sont en lien avec des maladies rhumatologiques. Les collagénoses, tout ensemble, les sclérodermies et l'arthrite rhumatoïde. Donc, c'est un bon morceau et c'est important de les reconnaître parce que on a des études qui sont vraiment ciblées pour la maladie interstitielle dans les sclérodermies et dans les collagénoses que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, avant tout, comme je vous ai montré, il y a plusieurs causes, mais vous allez voir, il y a différents types, des types histologiques, des types de pneumonites interstitielles. Donc, selon ce qu'on retrouve à l'escanner, les types d'images, ça peut nous faire une relation avec ce qu'on va trouver dans une biopsie dans les tissus. Il y en a plusieurs types de maladies interstitielles, mais il y en a quelques-uns qui sont plus fréquents et surtout plus importants dans les domaines de ce qu'on va parler aujourd'hui, des maladies, des collagénoses, des maladies auto-immunes systémiques. Donc, ces patrons ici, on l'appelle les patrons en infiltrats en verre dépoli. Donc, les propres noms les disent, ce sont ces images opaques comme verre dépoli, hein, des petits points qui peuvent être assez diffus ou parfois ils vont être présents surtout dans la périphérie et dans les bases des poumons. Ce qui peut être très caractéristique, mais ce qu'on ne trouve pas nécessairement souvent, c'est une épagne d'un poumon, donc une ligne de poumon saine ici, entre l'infiltrat des verres dépoli et la plèvre. Donc, cette épagne sous-pleurale, c'est assez caractéristique, assez parlant et assez spécifique pour la pneumonite qu'on appelle non spécifique, la NSIP. Cependant, on ne les retrouve pas souvent. Ce qu'on doit se fier, c'est ces patrons ici qu'on appelle en verre opaque, en verre dépoli. Docteur Massetto, votre caméra a bougé, on voit on vous voit parler, on voit à peine vos yeux ou votre nez. Voilà. C'est possible de descendre encore un tout petit peu la caméra, comme ça on va mieux voir. C'est génial ainsi. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir interrompu. Pas de problème, merci à vous. Donc, si on fait une biopsie, probablement si vous êtes des patients ou même des professionnels de santé, vous n'êtes pas très habitués à des images de biopsie.
mais je vous promets que qu'est-ce qu'on voit ici, chaque petit point mauve, c'est des cellules. Et ces cellules-là sont des cellules de l'inflammation, des cellules immunologiques. La plupart d'entre elles, ce sont des cellules qu'on appelle des lymphocytes. Donc, si on a des cellules de l'inflammation dans les patrons qu'on appelle NSIP, les patrons non spécifiques, lorsqu'on a des cellules, si on donne des médicaments immunosuppresseurs, qu'on appelle, donc des médicaments qui agissent pour calmer les cellules de l'immunité, ça se peut qu'il y en ait d'efficacité. Donc, gardez ça en tête. Patron NSIP non spécifique, verre de poli, biopsie avec beaucoup de cellules, possibilité de traitement immunosuppresseur. On a un autre type de patron qui, la première, c'était l'appel la NSIP cellulaire. Le nom le dit, on a beaucoup de cellules. On a un autre patron, ça s'appelle NSIP fibrotique, parce que autre que avoir, comme vous voyez ici, les verres opaques, les verres dépolis, on a aussi du blanc. Et du blanc, ça c'est du collagène, OK? Oups, je m'excuse. Et du collagène, ça peut tirer les bronchies, ça peut les étirer, c'est ce qu'on appelle bronchiectasie détraction. Donc, dans ces patrons intermédiaires, on a des cellules et on a du collagène. On appelle ça une NSIP fibrosante ou une NSIP fibrotique. Là, peut-être qu'un traitement immunosuppresseur ne sera pas assez. Il faudrait peut-être penser au traitement pour les collagènes aussi. Donc, voici une autre biopsie. Là encore, vous voyez des petites pointes, ce sont des cellules, mais vous voyez ici des travées du matériel plus rosé, et ça, c'est des lignes orientées comme ça, et ça, c'est du collagène. Okay? Donc, ça, c'est du collagène. Donc, c'est un mélange des cellules plus la fibrose du collagène dans les poumons. Et finalement, un troisième patron important dans le domaine des maladies interstitielles, c'est le patron qu'on appelle UIP en anglais, donc la pneumonite usuelle, c'est le nom en français. Donc là, on ne voit plus des verres dépolis et on voit des gros trous ainsi qu'on appelle des nids d'abeilles. C'est comme des nids d'abeilles. Quand on a beaucoup de collagène, ça tire dans les tissus pulmonaires et ça fait des trous comme ça. C'est ça, ces trous-là, ça s'appelle nid d'abeille en médecine et c'est très, très parlant pour la pneumonite usuelle. Ce type de trouvailles-là, c'est celui qu'on va trouver dans la maladie que je vous ai parlé, la maladie idiopathique, la fibrose pulmonaire idiopathique, qui n'est pas associée à rien, ni au collagénose. C'est justement ça, c'est pareil, c'est copier-coller, c'est ça qu'on va trouver. Beaucoup de nids d'abeilles, pas ou très peu de verres dépolis, et avec ce qu'on appelle un gradient. Gradient, pourquoi? Parce qu'il a plus dans la base pulmonaire, et à la mesure qu'on remonte, on a moins de nids d'abeilles. Donc ça, c'est très parlant pour ce type de pneumonite. Et ce qu'on voit ici, ça c'est une coloration spéciale pour les collagènes. Il n'y en a que du collagène dans la biopsie, pas de cellules. Donc ça ne donne rien de donner des traitements immunosuppresseurs pour calmer les cellules. S'il aura quelque chose à donner, c'est un traitement pour les collagènes. Ça existe, on va parler quelles sont les possibilités de traitement pour chacune de ces entités-là. Donc grossièrement, on a deux extrêmes. NSIP cellulaire, UIP, NSIP cellulaire, beaucoup d'inflammation et de cellules, et UIP, pas de cellules, surtout de collagène, et entre les deux, la NSIP fibrosante, un peu d'inflammation, plus un peu de fibrose. Ça va guider les cliniciens à faire ces choix thérapeutiques, ces choix de traitement. Donc, on appelle des collagénoses, donc c'est nos maladies auto-immunes. Vous voyez ici plusieurs types de collagénoses, sclérodermie, arthrite rhumatoïde. Désolé, il y a des diapos qui sont, des tableaux qui sont en anglais. Lupus, les myosites, donc des maladies auto-immunes des muscles. Une maladie qui c'est une combinaison de plusieurs collagénoses. Et les syndromes des Sjögren,
ça cause beaucoup de sécheresse en muqueuse et ce sont des maladies qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Comme je vous ai dit au départ, les causes principales des pneumonites, ce sont ces deux maladies-là, sclérodermie et arthrite rhumatoïde, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que soit dans la sclérodermie, un peu dans l'arthrite rhumatoïde, mais aussi dans toutes les autres maladies, les patrons prédominants, c'est les patrons non spécifiques, les patrons NSIP. Pourquoi? Parce que nos maladies-là s'attaquent des cellules. C'est des maladies auto-immunes, les cellules de l'inflammation, les cellules immunologiques sont aberrantes, sont plus présentes. Donc, c'est pour ça qu'on a plus dans toutes ces maladies-là. Sauf que dans l'arthrite rhumatoïde, malgré qu'on a un peu de maladies avec des cellules, la NSIP, on a beaucoup plus de UIP, donc beaucoup plus de collagène. Donc, on va voir que dans l'énorme majorité des cas dans l'arthrite rhumatoïde, ça ne va pas donner grand-chose de donner un traitement immunosuppresseur. Ce qu'il faudra faire, c'est essayer éventuellement un traitement antifibrotique. Donc, voici un résumé pour vos archives. Vous allez avoir accès à la présentation un peu de ce que je viens de vous expliquer. Inflammation, traitement immunosuppresseur, patron en verre de poli, patron en nid d'abeille, collagène, traitement antifibrotique, intermédiaire, donc verre de poli plus collagène, cellule plus collagène, indépendant de l'estade, indépendant de la prédominance d'un patron ou d'autre. Parfois, on fait la biopsie, on va pouvoir choisir entre immunosuppresseur plus antifibrotique. On a une tendance vraiment dans les collagénoses à commencer avec les traitements immunosuppresseurs. Si ça ne marche pas, on va évaluer la plus-value, les besoins de donner un traitement antifibrotique. Avant de parler des traitements, je vais vous expliquer des concepts un peu, des paradigmes de qu'est-ce que les cliniciens pensent qu'on va débuter un traitement pour une fibrose, une pneumonie interstitielle associée aux collagénoses, et c'est qu'on va expliquer à nos patients. Donc, les traitements immunosuppresseurs qu'on utilise très souvent, surtout dans la NSIP, quand ils fonctionnent une bonne partie du temps, on a des résultats favorables, mais regardez ici, ils vont surtout faire stabiliser la fonction de la respiration et la maladie. Donc, ça va arrêter de décliner. Ça va rester au même point là où c'était. Donc, mettons que votre capacité de respiration est à 50%. Les études démontrent, et c'est ça qu'on voit dans la vraie vie, si on commence le traitement, vous allez garder à 50%. Ou au maximum, gagner un peu des fonctions respiratoires. Vous allez voir des résultats. Quand ça fonctionne bien, on gagne environ 10% des fonctions dans les tests de respiration, mais cela est souvent peu perceptible pour les patients. Donc, les patients, les buts, et on l'explique ça bien, regardez, malheureusement, vous n'allez pas nécessairement gagner du souffle, être moins essoufflé à l'effort, mais on va probablement vous stabiliser, donc vous n'allez pas détériorer, pas tomber dans l'oxygène, ni être plus essoufflé, handicapé. Ou peut-être qu'on va gagner un petit peu, mais on n'est pas certain si vous allez vous rendre compte. D'un deuxième côté, si l'immunosuppression ne fonctionne pas, les traitements antifibrotiques, qui est déjà utilisé pour la maladie idiopathique, la maladie sans cause connue, la fibrose pulmonaire idiopathique, on va l'utiliser surtout dans la pneumonite usuelle. Ce que cette médication fait, elle n'a même pas le pouvoir de déstabiliser la maladie, déstabiliser la fonction des poumons. Ce qu'elle va faire, c'est de ralentir la détérioration. Donc, je vais vous montrer des graphiques, vous allez comprendre mieux. Mettons que si vous perdez beaucoup par année, 10%, on va perdre 5% avec ces types de médicaments-là. Donc, quand on dit ça, les gens qui ne sont pas dans les domaines, dans les milieux de la fibrose des poumons, ça peut sembler frustrant. Par contre, cependant,
on parle d'une maladie qui est potentiellement, surtout quand elle est progressive, handicapante et potentiellement mortelle. Handicapante au niveau d'avoir besoin d'oxygène, d'une greffe pulmonaire, et parfois même ça ne marche pas. Donc vraiment, en travaillant dans les domaines, c'est ça qu'il y en a. On n'a pas de médicaments magiques pour vous améliorer beaucoup, mais c'est déjà très important de vous garder au même point. En plus, si vous avez une de ces maladies-là, on vous va faire passer des tests régulièrement, parfois au départ aux 6 mois ou sinon à chaque année. Vous allez passer les tests de respiration. Et si on commence à avoir des indices, des problèmes, l'objectif, c'est de vous traiter le plus rapidement possible. Comme ça, si vous stabilisez à 60%, c'est parfait. Même avant que vous ayez des symptômes, si on remarque quelque chose dans les tests de respiration, on commence le traitement immédiatement. Ça dépend du cas par cas, je vais vous expliquer. Mais le but en étant, si vous avez une maladie qui progresse, au moment qu'on se rend compte, mais on débute le traitement et on essaie de garder ça statique et éviter la progression. Okay. Donc, je vais vous introduire maintenant, je ne sais pas si entre vous, il y a des patients qui font l'esclérodermie. C'est la collagénose qui est la plus reliée à une pneumonite interstitielle secondaire. Donc, c'est une maladie qui cause très fréquemment le phénomène des rénaux. C'est un trouble de circulation des mains. Et c'est là que ça commence au niveau de la pathophysiologie, au niveau de comment ça fonctionne au niveau biologique. Ça commence dans une inflammation à l'intérieur des artères, ce qu'on appelle les endothélions. Ça fait que les artères sont plus sensibles au froid, donc les patients font les phénomènes des rénaux. Lorsqu'on déclenche l'inflammation dans la couche interne des artères, ça va activer le système immunologique et ça va faire ce qu'on retrouve dans toutes nos maladies rhumatologiques, la auto-immunité. Ce type de réponse auto-immune spécifique à l'esclérodermie va faire activer des cellules qui produisent le collagène, qui s'appellent les fibroblastes. Et ce sont ces cellules-là qui s'en vont dans tous les corps de l'esclérodermie, dans plusieurs organes, la peau, les systèmes digestifs et les poumons, et qui peuvent causer des dommages, entre autres la fibrose pulmonaire. OK, donc vous voyez ici quelques photographies de sclérodermie. La peau un peu plus luisante ici, les doigts gonflés. Avec des photographies, c'est difficile à vous montrer, des petites points rouges. Mais bref, ce sont des maladies rares, comme je vais vous montrer, qui parfois, ça prend du temps à faire les diagnostics s'ils ne sont pas vus par un rhumatologue, parce que des signes cutanés ou d'autres peuvent être très discrets. Ça, c'est des données d'Ontario, je n'ai pas des données du Québec, mais vous voyez, on parle par 100 000 patients. On a vraiment... désolé, c'est un peu sensible mon écran. On parle vraiment des nombres de cas vraiment très, très, très légers, très, très petits. C'est une maladie rare. Ça augmente avec l'âge, l'incidence, l'apparition. Et gardez ça dans toutes nos maladies auto-immunes, ou dans l'immense majorité de nos maladies auto-immunes, il y a plus de femmes que d'hommes. Quand les patients font la maladie pulmonaire interstitielle en lien avec l'esclérodermie, c'est un peu la même chose. Les risques d'avoir une maladie augmentent avec l'âge. Il y a plus de femmes que d'hommes. Je m'excuse pour les diapos. Mon écran semble être très, très sensible. Bon. Avant les années 80-90, la cause de mortalité de l'esclérodermie était ce qu'on parlait la crise rénale. Donc, on avait comme un phénomène des rénaux au rein. Il y avait une interruption du sang qui allait au rein. Ça faisait que les reins libéraient des substances qui faisaient une hypertension très, très, très grave qui pourrait amener à une insuffisance rénale et à la mort. Puis, dans les années 80-90, il y a eu des traitements pour, si jamais les patients développent une crise rénale, de les traiter, que ça va mieux.
Donc, la mortalité a diminué beaucoup à cause de ça. Cependant, par contre, on a une augmentation de la mortalité à cause des deux maladies au niveau du corps et du poumon. La fibrose pulmonaire, donc la maladie interstitielle pulmonaire, et aussi l'hypertension pulmonaire. C'est comme un phénomène des rénaux des poumons. On va parler un petit peu, mais comme vous savez, c'est qu'on va parler surtout aujourd'hui, c'est la maladie interstitielle des poumons. C'est une cause importante de mortalité dans la sclérodermie. Il y a un potentiel traitement pour stabiliser cette maladie, donc il faut la retrouver. Il faut diagnostiquer les patients avec sclérodermie parce qu'on a des études qui démontrent qu'on a une porte ouverte au traitement. Un peu le même graphique, mais c'est seulement plus spécifiquement pour la fibrose pulmonaire. Donc, il y avait 30% des cas des 234 patients décédés qui étaient en cause. Donc, un tiers des patients dans cette cohorte européenne étaient décédés de la fibrose pneumonie interstitielle pulmonaire. Donc, c'est quelque chose de très important. Bon. Donc là, quand vous allez voir ce nom ici, ça veut dire maladie interstitielle pulmonaire en association avec la sclérodermie. Numéro 1, il y a une étude post-mortem, donc des autopsies, qui ont dit, mais on va faire une biopsie des poumons de tous les patients qui sont décédés de sclérodermie. On trouvait des signes de fibrose dans jusqu'à 80% des patients. Donc, il y en a beaucoup. Une autre étude, on dit, mais on va faire un scanner pour tout le monde qui fait la sclérodermie. Là encore, il y en avait beaucoup. Le point ici, c'est que soit dans la biopsie, soit dans les scanners, ce qu'on retrouve, c'est minime. Dans la plupart des patients, c'est minime comme fibrose des poumons. Et si on fait des tests de respiration pour ces patients-là, c'est normal, donc il n'a aucun impact. Donc, ça ne vaut pas vraiment, c'est pour ça qu'on ne fait pas les scanners de base. On fait les tests de respiration parce que si on les fait, les patients et les médecins vont rester poignés et dire « Ah, mais j'ai fait la fibrose au poumon, etc., ça m'inquiète. » La plupart du temps, s'il y en a, c'est très peu, c'est minime. Il n'y a aucun impact fonctionnel. Les tests des fonctions respiratoires est normal. Donc, on va faire le contraire. On va faire d'abord les tests de respiration et ensuite, on va voir si on a besoin de faire un scanner. Donc, ça, c'est le docteur Janet Pope qui a publié. Et puis, c'est la règle des 15% de sclérodermie. Je ne vais pas passer pour tous les organes, mais vous voyez que c'est une maladie qui peut toucher plusieurs organes. Et il y a un chiffre magique. La plupart des organes, c'est 15% d'atteinte. Donc, on voit ici, les deux que j'ai mis en vert, c'est les deux problèmes qui peuvent causer l'essoufflement et l'insuffisance respiratoire. C'est la fibrose pulmonaire, et regardez ici, cliniquement relevant. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact fonctionnel, une progression et une nécessité de traitement, et aussi 15% d'hypertension pulmonaire. Il faut prendre beaucoup d'attention à ça parce que quand on va interpréter cliniquement les tableaux cliniques d'essoufflement et l'interprétation du résultat du test de respiration, il faut tenir compte que ça peut être confondant. Les résultats similaires peuvent être causés par ces problèmes versus par celui-là et, plus difficile encore, parfois par les deux, conjointement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour dépister la maladie interstitielle pulmonaire dans les sclérodermies? Bien sûr, on parle avec les patients, on les pose des questions. À chaque fois que mes patients avec sclérodermie viennent me voir, est-ce que vous êtes essoufflé? Si vous êtes essoufflé, c'est à quel degré? C'est pour monter l'escalier, c'est pour marcher de l'estationnement jusqu'à mon cabinet, c'est pour prendre une douche, pour vous habiller, c'est quoi degré? Est-ce que vous toussez? Là, tout peut être une manifestation de la fibrose pulmonaire.
on examine les poumons, on a des trouvailles qu'on appelle crépitants, qui sont pas mal parlants pour la fibrose pulmonaire. Et oui, même qui ton patient l'histoire, il n'y a rien d'essoufflement au questionnement, à l'examen physique, c'est complètement normal et on fait même une radiographie une fois par année, tout est beau. Malgré que tout ça est normal, on va faire un dépistage avec des tests de fonction exploratoire minimum à chaque année. Et pour certains patients qui sont plus à risque de développer la pneumonie tertiaire à chaque 6 mois, surtout au début de la présentation de la maladie. Et en test de fonction exploratoire, on a plusieurs phases, plusieurs parties. Et ce qu'on va vraiment se centrer, c'est dans la capacité vitale forcée. C'est une mesure un peu d'élasticité des poumons, la quantité d'air qui va entrer si le patient fait une grosse inspiration. Et aussi que la diffusion d'oxygène, si on veut, mais dans les cas, c'est du monoxyde de carbone, au travers des alvéoles pulmonaires. C'est avec ça qu'on va pouvoir réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la circulation pulmonaire, donc l'hypertension pulmonaire, versus dans les dessous pulmonaires, la pneumoniite, la fibrose pulmonaire. Donc, comme je vous ai expliqué, ça peut être très difficile, ça prend la bonne interprétation, l'essoufflement et surtout cette partie ici, la DLCO, peut diminuer dans les deux conditions dans le scodermie, l'hypertension pulmonaire et la fibrose pulmonaire. On a un calcul un peu magique, ça peut nous aider. Si on fait la division, les ratios entre la capacité vitale forcée et la DLCO, si cela est plus grand que 1,8, ça suggère une hypertension pulmonaire. Soit toute seule, soit sous-rajoutée à la maladie interstitielle pulmonaire. Et puis là, je vais faire une expression un peu plus complexe. Si vous êtes patient, vous allez probablement ne pas comprendre, mais j'imagine qu'il y a d'autres publics. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en fait, pourquoi ça donne un peu cette règle magique ici. Si vous avez une hypertension pulmonaire, c'est une maladie de la circulation des artères pulmonaires. Quand on fait l'hypertension pulmonaire, il y a des artères qui vont disparaître, vont être bouchées. Donc, la quantité des artères qui vont atteindre, qui vont irriguer les poumons, qui vont aller aux alvéoles pour faire les échanges des gazeux, va être plus petite. En étant plus petite, l'oxygène ou le monoxyde de carbone qui est à l'intérieur de la circulation ne va pas être capable de se diffuser. Donc, c'est ça pour ça qu'on diminue la diffusion d'oxygène ou de monoxyde de carbone. Quand on a, dans l'hypertension pulmonaire, les volumes du tissu pulmonaire, les volumes du parenchyme pulmonaire est complètement normal. Ça ne touche pas les parenchymes, donc ça c'est normal. Ça fait qu'on a une diminution isolée de la diffusion, mais avec un volume préservé. Donc on a une tendance à un numérateur plus grand. Par contre, ces ratios ici, dans la fibrose des poumons, là encore, la fibrose des alvéolaires, des alvéoles ou périalvéoles, fait que, encore là, la circulation qui vient des artères pulmonaires, ça ne va pas passer pour l'oxygène qui va de l'alvéole pour les vaisseaux, ça passe moins et donc ça diminue la diffusion. En même temps, si on a du collagène, ça peut causer que l'éponge pulmonaire, les tissus pulmonaires, ça va être moins élastique. Donc, les deux vont descendre. Désolé, j'essaie de trouver ma flèche ici, excusez-moi. Les deux vont descendre. Les volumes à cause de la fibrose et la diffusion à cause de la fibrose aussi, d'une manière relativement harmonieuse pour dire que ces ratios vont être un peu plus bas. Donc, c'est complexe, certainement que c'est très complexe pour les patients, mais c'est quelque chose qu'on utilise souvent, les médecins qui travaillent, les rhumatologues travaillent ou d'autres médecins qui travaillent avec l'esclérodermie et les pneumonies tertiaires, c'est quelque chose qui peut nous aider un peu à dire « Ah, je suis certain, c'est seulement la fibrose au poumon. Non, je pense qu'on a un problème des cœurs, de la circulation pulmonaire, ou c'est les deux. » Ça fait partie de tout l'ensemble des données qui vont nous faire essayer d'avoir une conclusion. Seulement pour terminer la partie un peu confondante avec l'hypertension pulmonaire,
autre que faire les tests des fonctions respiratoires annuellement, on fait très souvent des échocardiogrammes aussi. Parce que l'échocardiogramme, on est capable d'avoir des indices qu'on a une hypertension pulmonaire. Ça nous aide à dépister l'hypertension pulmonaire dans la sclérodermie, autre que faire la diffusion d'oxygène au test des fonctions respiratoires, l'échocardiogramme. Donc, on va faire souvent les deux ensemble. Et si on a des doutes, on va envoyer nos patients pour un cathétérisme de l'artère pulmonaire. Et ça, c'est le test vraiment 100% sûr. On dit, oui, on a l'hypertension pulmonaire ou non, on n'a pas. Et ce n'est pas rare que même dans la présence d'une pneumonie interstitielle de la sclérodermie, si les cliniciens pneumologues, internistes ou les rhumatologues a des doutes qui pensent que l'hypertension pulmonaire peut jouer un rôle, on n'est pas gêné et on les fait sans aucun souci parce que c'est une procédure avec très peu de risques, un cathétérisme pulmonaire. On a deux hôpitaux, en fait, au Québec qui sont spécialisés dans les dépistages et dans le traitement de l'hypertension pulmonaire. C'est le Dr Provencher à Laval, au Centre universitaire Laval, et c'est le Dr David Langlebin à l'hôpital juif McGill. Donc, on a seulement deux centres. C'est quand même complexe. C'est des traitements très dispendieux. Et ça peut être très difficile dans le sclérodermie parfois parce qu'on peut voir les deux conditions concomitamment. Voilà. Donc, là, on commence à parler vraiment de la pneumonie interstitielle dans le sclérodermie. Rappelez-vous qu'on avait trois patrons dans toutes les maladies. Dans le sclérodermie, on peut voir les trois. Les trois peuvent être présents. La NSIP cellulaire, donc du verre dépoli, la NSIP fibrosante, verre dépoli plus fibrose, plus bronchiectasie de transition, ou seulement du nid d'abeille, la pneumonie usuelle. Voici une étude qui démontre des chiffres. Combien est-ce qu'on retrouve de chaque catégorie, de chaque type dans une cohorte, dans une population de sclérodermie? Et c'est ça qu'on voit vraiment dans la pratique. Très peu de UIP, beaucoup du patron intermédiaire, NSIP fibrosante, et environ un tiers d'NSP pur, d'NSP seulement avec l'inflammation cellulaire. Donc, la plupart du temps, on va avoir des cellules plus de collagène, la NSIP fibrosante. Si on compare cette étude, on dit la survie. Qu'est-ce que c'est moins pire? Avoir une NSIP ou avoir une UIP à l'intérieur de la sclérodermie? La survie est meilleure dans la NSIP. Pourquoi? Parce qu'on a des cellules et des cellules avec l'immunosuppression, comme je vous ai expliqué, on peut stabiliser la maladie, on peut l'estomper. Lorsque dans la UIP, et ça c'est avant qu'il y en ait les traitements, à cette époque, ça n'existait pas les traitements antifibrosants, mais ça répond moins bien au traitement. On peut maximum ralentir les déclins. Donc c'est sûr que on est bien content, comme rhumatologues qui font la prise en charge des sclérodermies, les plus de verres dépolis, les plus un patron NSIP qu'on a, la plus grande la probabilité qu'un traitement immunosuppresseur soit efficace. Ça, c'est assez, disons, intuitif. Mais on voit seulement pour l'éprouver, la plus grande la surface des poumons atteintes, soit par un patron UIP, soit par les patrons NSIP, la plus grande la surface des poumons touchés, la plus grande la mortalité. Donc, le plus qu'on a des collagènes et ou d'inflammation, mais c'est sûr, les moins d'échanges gazeux, les plus d'essoufflement, les plus de progression. Donc, je vous avais dit que si on faisait la biopsie, on trouverait un petit peu de pneumonite chez la énorme majorité des patients, ce qu'on ne fait pas. Ce qui nous inquiète, c'est vraiment de dire, si on retrouve, pour une raison quelconque, quelqu'un avec une maladie débutante, ça se peut que ça reste toujours comme ça. Mais mettons que la normale des fonctionnements des poumons, c'est 80%. Et on retrouve un patient à 65%, 67%. Ça ne va faire rien. S'il reste comme ça, dans le restant de sa vie, il va bien vivre, il peut même faire des activités sportives. Ça va probablement ne pas lui donner
un impact au fonctionnement, un impact fonctionnel. OK? Cependant, si ces patients qui est débuté à 70% progressent, si ça commence à diminuer, là, on va avoir des problèmes. Et donc, c'est là qu'on essaye de savoir dans la recherche, et dans les études, et dans les cohortes, des centaines, milliers de patients, qui sont mes patients qui vont progresser. Et donc, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque pour la progression. L'esclérodermie, on a deux grands sous-types d'esclérodermie. La forme avec une atteinte cutanée diffuse, donc toute la peau est cartonnée, et une autre grande catégorie avec une atteinte cutanée limitée, dont surtout les mains, les pieds et les visages ont la fibrose cutanée, la peau est plus épaissie. Dans le cas des pneumonies tertiaires, les patients avec la maladie diffuse cutanée sont plus à risque. Surtout au début de la maladie, surtout quand ils ont ce type d'anticorps-là qui s'appelle antitopoisomérase ou anti-SL70. Donc, pour ces patients-là, une maladie diffuse, débutante, qui a cet anticorps, on reste avec les yeux très ouverts. On voit ces patients au moins 2 fois par année. On fait un test de fonction respiratoire au moins 2 fois par année, parfois chaque 4 mois, mais minimum aux 6 mois, pour que si on attrape quelque chose qui commence, mais on fait un suivi serré pour voir si ça progresse et donc si on les traite. En plus, si ces patients-là, déjà, dès son premier examen, on a déjà une diminution de l'élasticité de la capsule vitale forcée en dessous de 65% et ou une diminution de la diffusion d'oxygène en bas de 55%, c'est un patient qui est plus à risque de progresser. Ce n'est pas parce que seulement il est déjà malade au départ. On sait que cet indice-là, avoir déjà une maladie modérée à sévère au départ, c'est un risque de progression. Donc, c'est certain que si mon patient a tout ça ou une bonne partie de ça, même avant qu'on sache ou qu'on rencontre une progression dans un test de fonction respiratoire ultérieure, on va déjà débuter un traitement immunosuppresseur pour ce type de patient si le patron est d'une NSIP. OK. Là, je vous ai dit, donc, dans un coup comme ça, quels sont les facteurs de risque de progression. Puis la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on voit la progression? Quels sont les paramètres? Quels sont les barèmes de progression? Donc, on a 4 courbes ici. Je vais, pour une question de temps et de simplicité, vous faire observer ces 2 courbes-là. La courbe en noir, ça c'est la mortalité. Les patients qui avaient un déclin de la capacité vitale forcée de plus que 10% ont plus de mortalité. Ou si on a un déclin de 5 à 9%, mais aussi un déclin de la diffusion de monoxyde de carbone de plus que 15%, là, c'est aussi un facteur de risque de mortalité. Donc, globalement, vous allez voir les critères d'inclusion dans les études pour différents médicaments dans les pneumonies interstitielles. C'est ça que les pneumologues qui travaillent avec les maladies pulmonaires fibrosantes ou les rhumatologues qui travaillent avec la pneumonie associée au collagénose, c'est ça qu'on va tenir compte. On va, à chaque test de fonction respiratoire, voir, mais est-ce que ça décline? Est-ce que ça reste stable d'une année à l'autre? Les 2 dernières années, les 5 dernières années, on fait des tableaux, on dit, regarde, ça va bien. Oui, on avait un petit peu de problèmes, mais ça reste stable, ou c'est normal, ou non, ça décline, on va prendre une action immédiatement, on va commencer à vous traiter. Okay. Donc, ça, c'est pour la diffusion de monoxyde de carbone. On parlait de 10% pour la capacité vitale forcée. Ici, le chiffre magique, c'est 15%. Pour dire ça, c'est une diminution significative. Et donc, ça a un risque d'augmenter la mortalité. On va entamer un traitement. Il faut dire que les 15% dans la diffusion ou les 10% dans la capacité vitale forcée, ça peut être aussi des paramètres d'une amélioration significative avec un traitement. Donc, c'est ça qu'on va dire pour dire, ah, regarde, il y a eu 20% de mes patients qui ont gagné une capacité vitale forcée
intéressantes de plus que 10%. Donc, c'est des patients qui sont améliorés beaucoup. Donc, c'est ces paramètres, soit vers les hauts ou vers les bas, diminution significative, gain significatif. Même chose ici pour la diffusion des monoxydes de carbone. Quand est-ce qu'on doit traiter la maladie pulmonaire interstitielle de l'esclérodermie? Donc, il n'y a pas de ligne directrice. C'est du cas par cas. Je viens de vous expliquer plusieurs paramètres qui peuvent nous aider à prendre la décision. C'est que c'est très important. Il ne faut pas être fermé. Il y en a d'autres choses qui peuvent faire diminuer les tests de respiration ou augmenter l'essoufflement pour les patients, dont quelques problèmes que je vous nomme ici, notamment des infections. Je vous ai dit que les patients ont la peau plus épaisse, donc parfois la peau est très cartonnée au niveau de la cage thoracique. Ça peut faire que la capacité vitale soit faussement diminuée. Ça ne vient pas du poumon, ça vient de la cage thoracique. Ces patients-là peuvent faire l'inflammation des muscles, dont les diaphragmes, des petits muscles entre les côtes, la musculature intercostale. Donc, ça peut aussi diminuer les volumes des poumons, ça peut faire tromper les cliniciens qui vont interpréter les tests de respiration. Et bon, comme déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas tout qui cause l'essoufflement ou la diminution de la fonction respiratoire dans l'esclérodermie qui vient des poumons. On peut voir la circulation pulmonaire touchée dans environ 15% des patients aussi. Évaluer risque versus bénéfice des médicaments immunosuppresseurs. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il y a plusieurs variables à tenir compte. Et bon, un traitement est souvent débuté, faire un gros résumé, comme je vous ai expliqué dans quelques diapos précédents. Maladie débutante, forme cutanée diffuse, anticorps anti-SL70, atteinte fonctionnelle dès le départ modérée. On va traiter dès un premier temps, même avant un suivi du test de fonction respiratoire. Ou sinon, si on a une détérioration progressive, là, je vous ai dit des barèmes, des valeurs à suivre, ça, on va aussi entamer un traitement. Donc, un autre point qui n'était pas dans les diapos précédents, je vous ai montré que la mortalité, en fait, c'était dans les diapos précédents, mais la surface des poumons touchés va faire partie aussi de la formule du calcul pour les risques-bénéfices des traitements. Quand on parle de médecine des traitements, et ça fait partie de l'évaluation risque-bénéfice aussi, donc toutes les maladies, la condition clinique du patient, tout ça, il faut mettre dans la balance. Et ici, que certaines données qui ont été extraites des études, donc une maladie très, très, très extensive dans les scanners, c'est un mauvais pronostic. La présence des nids d'abeilles, je vous parlais que comme ces nids d'abeilles, c'est les collagènes qui va tirer sur les alvéoles et complètement les écraser. Donc là, on n'a pas de tissu pulmonaire à traiter et en plus, on arrive plus dans la fibrose, les nids d'abeilles, dans la UIP. Hypoxémie, donc quand les poumons est déjà assez touchés pour que l'oxygène mesuré soit dans les bouts de doigts, soit dans la prise de sang soit très basse. C'est un peu intuitif. La coexistence de l'hypertension pulmonaire, là, on va voir deux conditions qui diminuent l'oxygénation. Les études démontrent que la présence d'étouts est un indice de mauvais pronostic. Un poumon très peu élastique, donc la capacité vitale forcée très diminuée. Et bon, le tabagisme aussi, c'est un facteur additionnel. Pas seulement pour l'effet nécessairement direct du tabagisme, mais on a des études qui démontrent que ça peut augmenter l'inflammation et conséquemment la production de collagène pour les patients avec esclérodermie et atteinte pulmonaire. Bon, on s'en va aux études cliniques. Il y a une première étude en 2006. Je ne vais pas vous présenter avec les détails. Je vais seulement vous présenter un peu les résultats, qu'est-ce qu'on a tiré de cette étude. La médication s'appelait cyclophosphamide et on a la cyclophosphamide, on peut le faire en intraveineux, donc des perfusions en injection ou des pilules. Okay? C'est un traitement immunosuppresseur, c'est un traitement chimiothérapeutique en fait. Quand utilisé à très forte dose, on traite plusieurs types de cancers, surtout des cancers hématologiques
avec ces types de médicaments-là. À des doses un peu plus faibles, pas chimiothérapeutiques, comme c'est un immunosuppresseur, on l'utilise en rhumatologie. On l'utilisait beaucoup plus dans les passés, beaucoup dans les lupus, dans d'autres maladies qui s'appellent les vasculites. Dernièrement, on l'utilise moins parce que c'est trop fort. Ça donne des résultats, mais c'est potentiellement très toxique. En étant immunosuppresseur puissant, ça augmente pas mal les risques d'infection. Et en faisant, ça joue dans les cellules, c'est un peu des chimios, ça peut augmenter les risques d'autres cancers aussi. Donc, ils ont fait, à l'époque, 2006, c'était les traitements qui étaient disponibles. On avait des indices qui ça fonctionnait. Ils ont voulu faire une vraie étude, cyclophosphamide versus placebo, donc un comprimé de farine. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? Faire une longue histoire courte, les patients qui prenaient la cyclophosphamide allaient un petit peu mieux, voire stable, et les patients qui prenaient les placebos se détérioraient. Donc, ça fonctionnait 1 an de cyclophosphamide. Cependant, on voyait que oui, on avait plus d'infections à court terme et à long terme, il a eu la chance d'avoir plus de risques de cancer. Et ça, c'était une forte dose en pilule pendant 1 an. Gardez ça. Si on utilise la cyclophosphamide aujourd'hui, ça va être autrement plus court et en injection, on va parler plus tard. Mais bref, ça marchait, mais c'était quand même fort. Donc, plus récemment, et c'était en 2018, c'était publié, on a, ça s'appelle le Scleroderma Langi Study, c'était le même groupe de chercheurs médecins qui avaient fait l'étude pour la cyclophosphamide versus placebo en 2006. Ils ont fait cette étude ici. Et là, la question était, est-ce que si on peut donner un immunosuppresseur plus doux que la cyclophosphamide, mais quand même efficace, qui s'appelle le mycophénolate mofétyl, le CELCEP, il y en a presque tous les patients qui font des greffes, soit des greffes cardiaques, pulmonaires ou rénales, vont prendre ce médicament-là. Donc, c'est un immunosuppresseur aussi, mais moins fort que la cyclophosphamide. Est-ce que ça serait assez bon ou est-ce que, ici dans les cas, la question, est-ce que c'était même supérieur à la cyclophosphamide? Ils étaient un peu gourmands. Ils ont dit, on va donner cette médication. Il avait un petit peu d'évidence, des études plus petites qui démontraient que ça pourrait fonctionner. Donc, les chercheurs ont dit, mais est-ce qu'on croit que les MMF, les CELCEP, va battre la cyclophosphamide avec moins de toxicité? Et là, tout le monde va être bien content. C'est des maladies rares, hein, donc on voit qu'il y en a 162 patients. Ça, c'est considéré pas beaucoup dans les études cliniques, mais c'est ça qu'on voit dans la rhumatologie, des maladies auto-immunes rares. C'est pas comme des études de cardiologie qu'on a des dizaines, des milliers de patients. Donc, on avait 162 patients. On avait les scanners du verre dépoli. Rappelez-vous, verre dépoli égale la cellule, égale l'inflammation, donc c'est les patrons NSIP. Et on avait une maladie débutante. Parce que je vous avais dit aussi, c'est dans la maladie débutante souvent que ça progresse. OK? Les sous-primaires, ça veut dire les résultats étaient mesurés à 2 ans. Et voici les résultats et aussi la grande critique. Les gens, tous les médecins dans les congrès, dans les journaux, ont critiqué la méthodologie, les dessins de cette étude-là. Et je vais vous montrer calmement, tranquillement ça ici. On mesurait la réponse à 2 ans, la capacité vitale forcée. Combien est-ce qu'on gagnait, combien est-ce qu'on perdait? Est-ce qu'on gagnait plus dans la courbe bleue, c'est les CELCEP, versus dans la courbe rouge, qui c'est la cyclophosphamide. Cependant, c'est comme, d'après moi, s'ils ont voulu tricher un peu pour faire gagner les CELCEP. Ils donnaient la cyclophosphamide pendant 1 an, ils ne donnaient rien la deuxième année, mais dans l'autre groupe, ils donnaient les CELCEP pendant 2 ans. Ceci étant dit, on les savait déjà avec l'étude précédente de 2006, que si on arrêtait la cyclophosphamide après 1 an, c'est le même groupe de chercheurs qui ont fait ça. On savait que ça serait détérioré. Donc, c'est sûr que dans la pratique,
Il n'y a aucun clinicien qui donnerait cette médication en an et puis donnerait plus rien ici. Les dessins logiques discutés par tous les experts dans les domaines disent, regarde, si vous voulez donner un traitement immunosuppresseur plus fort dès le départ, on appelle ça un traitement d'induction, un traitement fort, un traitement entre guillemets des chocs. Ensuite, une fois terminé le traitement d'induction, on sait que la maladie, la plupart c'est des maladies chroniques auto-immunes, ça va revenir. Donc, on fait un traitement d'entretien. Et donc, le dessin idéal de cette étude, d'après moi et d'après beaucoup de cliniciens, ça serait de continuer ici avec les MMF. Il a comparé qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans. Mais ils n'ont pas fait. Malgré cela, les résultats étaient négatifs. Négatifs dans le sens qu'ils s'attendaient que la cyclophosphamide, donc la courbe bleue, serait mieux que la courbe rouge. Et vous voyez ici que ça se chevauche. Ce n'est pas mieux. OK? Un autre point à considérer, que j'aime toujours parler, on voit qu'après l'arrêt de la cyclophosphamide, les patients continuent à gagner du volume pulmonaire. Et on sait, ça c'était observé dans d'autres études, que l'immunosuppression par la cyclophosphamide, en étant puissante, même après qu'on l'arrête, ça continue à avoir un effet biologique. Donc, ma question à moi, c'est si on aurait donné, excusez-moi, la cyclophosphamide, et si on aurait fait la suite avec les CellCept, est-ce que ça terminerait plus grand ici? On ne le sait pas, on ne va jamais le savoir, c'est une maladie rare, très difficile à retrouver, recruter des patients, très dispendieux. C'est une étude en passant avec une subvention publique, c'est l'NIH des États-Unis qui l'a fait. Puis on comprend mal les dessins. Et bon, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on utilise ces données-là. Qu'est-ce qu'on fait dans la pratique. Donc là, je vais vous montrer des résultats autrement et ça va être intéressant pour vous. Donc ça, c'est la capacité vitale forcée. Rappelez-vous qu'on parle de perte significative, 10%, plus que 10%, gain significatif de plus que 10%. Et ça, c'est des nombres de patients, hein. Ce n'est pas des percentuels, c'est des nombres de patients dans 160 patients. Donc, des 160 patients, dans les deux groupes, quand on traitait soit avec les CellCept, soit avec la cyclophosphamide, 2/3 des patients avaient des résultats positifs. Mais entre les résultats positifs, il y avait beaucoup que c'était moins que 10% des gains. Donc, on peut dire que ça stabilisait. Ça gagnait un petit peu à 2 ans, mais ça stabilisait. Et c'était rare qu'on gagnait plus, beaucoup plus que 10 à 15%. Mais si on les compare ici, on avait, la perte était aussi équilibrée. Bref, c'est ça qu'il faut tenir compte. Oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas magique. On ne va pas gagner 20-30% de respiration. On va gagner la plupart moins que 10%, mais c'est quand même déjà intéressant. Dans cette étude-là, les questionnaires sur l'essoufflement, ça n'avait pas changé pour les deux groupes. Donc, à la base, avant d'être traités, à la fin, soit dans un bras, soit dans l'autre, les patients se disaient les niveaux d'essoufflement qu'on classifie de 1 à 5, c'était pareil. Il y en a un autre score qui s'appelle l'index de Borg. C'est des questionnaires pour l'essoufflement. Ça restait pareil. Mais comme clinicien, on peut dire qu'on est bien content de rester dans cette zone ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de cette étude ici qu'on avait eu des critiques méthodologiques? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est un questionnaire. Ils ont pris plusieurs dizaines d'experts dans les scores derniers au monde, dont quelques Canadiens. Et je participais à cette étude aussi. Ils posaient plusieurs questions. Ils disaient, mais c'est quoi ton premier choix de traitement aujourd'hui avec toutes les études, toute ton expérience clinique? Et on voit ici que globalement, ce qu'on voyait, c'est que la première ligne, c'était les CellCept, et puis la deuxième ligne, c'était la cyclophosphamide. Donc, bref, ça a pris un peu la place. Quand on pose des questions aux cliniciens, certains, dont moi, éventuellement pour un patient avec une maladie très, très, très grave, soit clinique, débutante, au poumon avec une surface énorme atteinte,
est-ce que ça vaudrait la peine de traiter ça plus fortement avec une émulsion plus forte avec la cyclophosphamide? D'après moi, du cas par cas, vraiment exceptionnellement, je pense qu'il a encore une place. Ça fait du sens biologique. Je vous ai montré dans les graphiques ici, dans la courbe, qu'on a une tendance vers la fin de l'étude de gagner un peu plus. Cependant, il faut dire, je ne donnerai jamais, ni les autres cliniciens non plus, les pilules de cyclophosphamide pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'on parle des doses cumulatives. 1 an de comprimés de cyclophosphamide donne beaucoup plus de grammes, de quantité de médicaments que la cyclophosphamide intraveineuse. La cyclophosphamide intraveineuse, on fait ça chaque environ 3 semaines pendant 5 à 6 mois. Donc, la quantité est vraiment moins que la moitié des quantités par des pilules dans 1 an. Et donc, les risques de cancer dans le futur, les risques infectieux est moindre. OK? Mais globalement, c'est cet algorithme de traitement qu'on garde. Moi et quelques autres cliniciens pensent que rarement on devrait commencer avec la cyclophosphamide. Mais globalement, on va l'utiliser. Si le CellCept ne fonctionne pas, ça continue à progresser. C'est là qu'on va essayer cette médication. On a un troisième que je vous ai parlé. Là, on commence à aller loin des médicaments qui sont surtout expérimentaux. Il n'y a pas de grosses études solides comme le rituximab ici. Et voilà ici seulement pour vous partager les concepts de maintenance. En anglais, c'est entretien en rhumatologie. Oui, si on donne soit les MMF au départ, soit la cyclophosphamide, on va toujours garder un médicament à vie ou à très long terme parce qu'on sait, l'étude de la cyclophosphamide, que si on l'arrête, ça va revenir. Donc, ça n'a pas d'essence clinique de le faire. J'oserais dire, c'est même antiéthique. OK, donc des nouveaux traitements à l'étude. Bon, comme je vous expliquais, c'est des maladies auto-immunes, donc il y a un déséquilibre du système immunologique et des cellules immunologiques qui étaient là pour faire la défense contre des infections, la surveillance contre l'apparition des cancers, et vient un peu mêler, vient déséquilibrer et commence à attaquer des organes. Dans le cas de l'esclérodermie, ces cellules-là, autres qui attaquent les organes, vont stimuler les fibroblastes qui produisent du collagène. Donc, l'idée ici, c'est si on brûle les systèmes immunologiques, si on les met à zéro, si on fait comme une grosse chimiothérapie aiguë, comme pour les lymphomes, les leucémies, et on prend des cellules vierges de ces mêmes patients, des cellules souches qu'on appelle, avant de faire la chimio, et on remet ces cellules souches après, on ferait tout un nouveau système immunologique pour les patients. Et ça se peut que ce nouveau système immunologique soit équilibré et que ça ne fasse pas l'auto-immunité. C'est ça l'idée qu'on appelle des cellules autologues, des transplantations des cellules autologues dans les maladies auto-immunes. Donc, cela a été fait pour l'esclérodermie. Et la population de cette étude, c'était vraiment une population avec une sclérodermie précoce, parce que c'est là qu'on a plus d'atteintes des équilibres immunologiques, donc dans les premières années de la maladie. Et bien sûr, une atteinte grave, soit un poumon grave, soit un poumon, on a la peau très sévèrement touchée, parce que c'est quand même, là, oui, on peut parler de ça, c'est une grosse chimiothérapie. Et le risque d'une chimiothérapie, c'est l'infection. Donc, on ne va pas traiter quelqu'un qui a un problème pulmonaire léger à modéré. On va traiter les patients qui sont très malades. Et c'était ça les critères d'inclusion. Comment est-ce qu'ils ont mesuré la réponse? Vous avez vu dans les diapos précédents que l'esclérodermie peut toucher plusieurs organes, les articulations, les muscles, le système neurologique, les poumons, les reins, la peau. Puis, il faisait un type d'une formule, un score, et puis il les comparait, cette étude, la greffe autologue, il les comparait avec la cyclophosphamide, donc un autre traitement intense. Et puis, il voyait la réponse, amélioration de tous les organes, donc c'était comme une formule, c'était en vert, et détérioration, c'était en rouge. Donc, vous voyez que dans les groupes greffe autologue, il a eu plus de pourcentuel d'amélioration de plusieurs organes versus moins dans les groupes cyclophosphamide.
et plus de détérioration des organes dans les groupes cyclophosphamide que dans les groupes greffe autologue. Je vais vous montrer cette graphique dans, dans les prochains diapos, ça va être plus clair. Ils ont mesuré aussi la survie des patients. Rappelez-vous que c'est des patients très malades. En passant, la plupart de ces patients avaient une atteinte, une pneumonie interstitielle au moins modérée. Donc, c'est des patients à risque élevé de mortalité lors des prochaines années. Donc, dans les groupes cyclophosphamide versus les groupes transplantation, oui, on avait une diminution importante de la mortalité pour les groupes avec la greffe quand comparé à la cyclophosphamide. Et ici, c'est un terme, c'est un objectif, c'est une issue en médecine qu'on appelle en anglais « event-free survival ». Ça veut dire la survie sans aucune nouvelle manifestation des maladies, sans aucun événement nouveau, sans l'apparition d'aucune autre atteinte d'organes. Et là encore, les groupes greffés, les groupes transplantés allaient mieux. Il n'y avait pas de nouvelles manifestations, arthrite, myosite, rien qui apparaissait versus les groupes cyclophosphamide. Donc, beaucoup d'enthousiasme depuis 2018. Ça, c'était à la fin de 2018. 2019, au monde, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada, des groupes sont formés pour prendre l'expertise de faire ces traitements-là, bien sélectionner c'est qui les patients. Est-ce qu'il est assez malade pour prendre ces risques-là ou quand, comment, quelle quantité, quelle dose utiliser des chimios, des radiations, bref, là, plein de nuances. On a un groupe d'études à McGill et puis qui sont en train d'étudier, Dr. Mary Hudson, qui est une éminence internationale dans l'esclérodermie. Elle pilote ces groupes-là de traitement, donc c'est offert. Les cliniciens qui travaillent avec l'esclérodermie sont au courant. C'est que c'est important de dire, regardez ça, quand ils ont commencé à faire ce type d'études avec la greffe autologue et la chimio, la mortalité dépassait 10%. Ce n'est pas les fins à prendre un traitement, une chance sur 10 de mourir. Dans cette cohorte ici, regardez, ça diminue à 3%. C'est-à-dire les cliniciens se sont améliorés, surtout dans les recrutements. Qui patients inclure? Est-ce que son corps fonctionne bien? Quel type de maladie qu'il a? Donc la mortalité est devenue relativement bas pour quelqu'un qui, s'il n'est pas traité, a une chance quand même très importante de mourir. Donc ça, c'est la mode, ça, c'est le dada, c'est ça qui, aujourd'hui, parce que c'est très difficile pour les médecins et surtout pour les patients, ce type de maladie, l'esclérodermie diffuse, agressive, avec un poumon progressif, une maladie pulmonaire progressive, et rien à faire ou donner des traitements immunosuppresseurs qui parfois ne font pas grand-chose. Ça, c'est nouveau. L'expertise augmente exponentiellement au monde et au Canada, donc on est bien content de ça. Là, on n'a pas, dans cette étude-là, on n'a pas des publications spécifiques, mais qu'est-ce qui se passe au poumon? On a vu que globalement, ça fonctionne. Oups, désolé, je m'excuse pour ça. Globalement, ça fonctionne pour plusieurs organes. On est bien content. L'ensemble des organes, ça fonctionne. Ça diminue la mortalité. Ça diminue l'apparition de nouvelles atteintes organiques, nouveaux atteintes organiques. Mais qu'est-ce que ça fait dans les poumons? On n'a pas de publication. Ça, c'est un poster qui était... En fait, c'est une présentation orale faite dans un congrès américain. Et puis, j'ai mis un carré ici. Regardez, ça c'est encore l'étude greffe versus cyclophosphamide, capacité vitale forcée. Ça c'est un modèle de progression qu'ils ont fait, donc comme une formule mathématique pour prévoir les déclins, qu'est-ce qui s'est passé. Faire une longue histoire courte, les groupes cyclophosphamide perdaient du poumon versus les groupes greffe qui avaient une stabilisation. Les résultats au niveau statistique étaient non significatifs, mais il avait quelques indices numériques. Et ça, c'est la même chose, c'est une projection, ce n'est pas des résultats concrets, c'est un modèle mathématique qui montrait que dans les groupes transplantés, on a tendance à la stabilisation et qui, dans les modèles encore, dans les groupes cyclophosphamide, on aurait une progression défavorable avec une perte des fonctions pulmonaires. Modèle, ce n'est pas des données concrètes, faites attention.
OK? Je vais être très, très rapide parce qu'on a... Laisse-moi regarder mon horaire ici. OK, ça passe quand même vite. Donc, je vais passer très rapidement. C'est un troisième choix de thérapie. Donc, c'est le Rituxan. C'est à l'étude, c'est un autre traitement immunosuppresseur, puis qui a démontré des résultats prometteurs dans des petites études. Donc, quand comparé au traitement avec les CellCept ou d'autres traitements un peu plus performants, mais c'est des petites études. Il y a plusieurs études sur le rituximab en cours. Et il y en a une autre molécule utilisée pour la retraite qui s'appelle le tocilizumab, qui a démontré aussi excusez-moi, je suis des gardes, c'est ma pagette. On peut avoir, regardez la courbe en rouge ici, ça c'est la peau, tenez pas compte, la peau c'était pas efficace, le tocilizumab, mais si on parle de capacité vitale forcée, les groupes traités versus les groupes placebo, on avait encore une stabilisation de la fonction pulmonaire versus une perte et avec un résultat significatif. Donc, ça semble promettrice, cette molécule-là, le tocilizumab. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe si le traitement immunosuppresseur ne fonctionne pas? Est-ce que le traitement antifibrotique pourrait aider? Donc, le nintedanib est un médicament qui diminue la production de collagène. Grossièrement, c'est ça que ça fait. Ça gesse dans la cellule les fibroblastes et puis ça fait qu'il en ait moins de production de collagène. La production de collagène peut être augmentée dans certaines maladies, comme l'esclérodermie, comme la fibrose pulmonaire aussi. Donc, il donnait la médication, ou sinon, il donnait les placebos, et il faisait un suivi pendant 52 semaines. Donc, en un an, il essayait de voir les résultats. Et puis, on avait une étude qu'on appelle, ils font souvent ça, des prolongations. Nous, on va voir qu'est-ce qui s'est passé à 52 semaines, c'est-à-dire après un an. OK? Donc, regardez, donc, tous les patients avec la sclérodermie, tous avaient plus que 20% de surface pulmonaire atteinte. Il avait une partie qui avait du nid d'abeille. La énorme majorité, réticulation, ça veut dire fibrose, la grande majorité avait la fibrose et la grande majorité avec du verre de poli. Donc, si on prend ces trois paramètres ensemble, on va justement voir que la plupart des patients avaient la NSIP fibrosante. C'est la même chose qu'on retrouve en clinique. Les volumes pulmonaires n'étaient pas pires, 70, c'est quand même pas grave, c'est une discrète diminution. Et on avait une diminution modérée de la diffusion des monoxydes. Point important, les patients qui avaient une hypertension pulmonaire étaient exclus de cette étude-là parce que sinon, ça serait confondant. Avant tout, parce que cette étude va nous présenter des données des CC, des millilitres de capacité vitale forcée, et il faut avoir des repères pour pouvoir les bien interpréter. Une personne plus adulte plus qui s'approche de la troisième âge, va perdre la capacité des poumons. C'est normal, ça fait partie du vieillissement. C'est variable population en population, mais on peut parler facilement de 30 à 40 cc de volume pulmonaire après l'âge de 60 ans. Le volume pulmonaire total est variable aussi. On voit 3,5 à 4 litres. Les patients avec la fibrose pulmonaire idiopathique vont perdre beaucoup, donc 5 fois plus que l'attendu, donc c'est une maladie grave. Et dans l'étude qu'on va voir, les patients avec sclérodermie, dans les groupes qui avaient une atteinte pulmonaire de type NSP fibrosante, l'énorme majorité, perdaient quand même 3 fois plus que la normale s'ils ne seraient pas traités à un an. Donc, regardez ces barèmes-là, ça va être intéressant pour évaluer, comprendre les résultats. Donc, voici les résultats principaux. Placebo. Il y a un point important, je m'excuse. Dans les critères d'inclusion, les patients, ils pouvaient, ce n'était pas seulement le nintedanib versus placebo, les patients inclus, ils pouvaient prendre les CellCept ou d'autres médicaments, pas la cyclophosphamide, mais ils pouvaient prendre les CellCept. Donc, il y avait une bonne partie, plus de la moitié des patients qui ont entré dans l'étude,
qui prenaient les Cellcept, soit ajoutés avec les placebos, soit avec les nintédanib. Donc, il y avait des patients dans ces groupes-là, et je vais vous montrer les résultats, qui prenaient l'immunosuppression avec les Cellcept plus l'antifibrosant. Il y avait des patients qui ne prenaient rien, il y avait des patients qui prenaient Cellcept plus placebo. Okay. Donc, globalement, ces patients ils pourraient être sur Cellcept, tous. Les patients qui étaient sur les placebos nintédanib perdaient 100 ml par année. On a diminué à la moitié la perte. Regarde, on continue à perdre, on ralentit les déclins des fonctions respiratoires. On n'est même pas capable de stabiliser. On diminue, on ralentit la vitesse des pertes à la moitié. Et ces données-là, c'est les mêmes données du nintédanib pour la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est pareil, on ralentit à la moitié la perte des fonctions. Okay? Là, c'est plus intéressant encore. Je vous avais dit que les patients avaient le droit de rester sur les Cellcept. Les Cellcept, c'est mycophénolate. Les patients ici, ils ne prenaient pas de mycophénolate, donc ici, ils ne prenaient rien. Ni l'immunosuppression, ni le nintédanib, ils perdaient 120. Quand ils prenaient le nintédanib, encore, ça fonctionne, ça diminue à la moitié, ça ralentit à la moitié la perte. Les patients qui prenaient placebo nintédanib plus Cellcept, regarde, ça marche aussi. Si on le compare aux patients qui ne prennent rien, c'est la moitié. Et si on ajoute le nintédanib au Cellcept, on ralentit des 1/3 aussi par rapport à s'ils ne prenaient rien. C'est-à-dire, ça commence à devenir intéressant quand même. Ça démontre que oui, l'immunosuppression fonctionne, l'antifibrose fonctionne, et les deux ensemble, ça fonctionne davantage. C'est pas magique, ça ralentit, mais ça vaut mieux ralentir qu'évoluer vers l'oxygène. Là, c'est une étude de 1 an. Qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que cette tendance-là de diminution à moitié, ça va être seulement au départ ou ça va se continuer? Est-ce que ça va avoir un effet direct et mesurable sur la mortalité ou la greffe ou la prise d'oxygène? On ne sait pas. Ça, c'est des données qui vont venir avec des années. Okay? On commence à voir déjà, bientôt, on va voir 2 ans, 3 ans, 5 ans de suivi de ces patients-là dans les temps. Point à tenir compte, ça coûte 40 000 $ par année, les nintédanib. Donc, c'est des médicaments très dispendieux, sont déjà remboursés par la régie, sont déjà approuvés pour les sclérodermies avec atteinte pulmonaire modérément grave. Et oui, on l'a déjà prescrit, on travaille conjointement avec le pneumologue. OK, donc ça, je vais sauter ça. Parler des effets secondaires du nintédanib. Regardez, placebo, il n'avait presque pas de diarrhée. Beaucoup de diarrhée et de nausées avec les groupes nintédanib, mais dans l'étude de 52 semaines, il y a eu 90% des patients qui ont complété l'étude. Ça veut dire qu'en jouant un peu avec la dose, en donnant un peu moins de médicaments, c'est que c'est efficace dans l'étude, ou en donnant des médicaments pour combattre la nausée et ou la diarrhée, 9 sur 10 patients avaient réussi à rester sur la médication. Donc, la conclusion de cette étude, l'effet du traitement est modeste. Les nintédanib ralentit la progression de la maladie pulmonaire interstitielle dans les sclérodermies, mesurée par la perte des capacités vitales forcées. Quand combiné avec les Cellcept, les MMF, il semble avoir un effet thérapeutique additif et positif, relativement bien toléré, surtout la diarrhée, c'est que c'était relativement facile à gérer. Pas d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas d'effet secondaire pour les patients qui prenaient les MMF. Je dois m'arrêter, c'était plus long que je pensais. Je pense qu'au niveau pédagogique, au niveau didactique, c'est beaucoup de contenu. Donc, je vais m'arrêter ici. On va ouvrir la période des questions. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Beaucoup de détails, définitivement, beaucoup d'informations. Juste avant de passer aux questions, je rappelle à tous les, je rappelle aux observateurs
qu'ils peuvent aller, excusez, j'ai deux écrans, aller sur l'écran, dans la section à droite où est-ce qu'il y a le poll, qui est le petit sondage, je vais le compléter à la fin. Et juste à droite, il y a des questions qui sont posées. Peut-être cliquer sur celles qui vous plaisent pour s'assurer qu'on les pose. Et je vais les lire dans un instant. Alors, quand je regarde, j'en ai 4 qui sont sortis. Je vais essayer de les poser dans un ordre que je dirais logique. Il y a 2 questions qui sont ensemble. C'est qu'est-ce que fait la sclérodermie au poumon et qu'est-ce que fait l'arthrite rhumatoïde au poumon? Est-ce que vous pouvez vous expliquer ça simplement pour les 2 conditions? C'est quoi l'impact au poumon? Oui, j'aurais parlé pour l'arthrite rhumatoïde, oui, mais je n'ai pas le temps. Donc, la sclérodermie, comme je vous ai dit, les 2 maladies peuvent faire la pneumonie tertiaire. La pneumonie tertiaire, c'est soit une inflammation, soit le collagène, la fibrose dans les poumons. La sclérodermie va faire surtout la pneumonie de type NSIP, avec l'inflammation et des cellules. L'arthrite rhumatoïde va faire surtout les types de pneumonites qu'on appelle usuels, UIP, qu'on a beaucoup de collagène et les nids d'abeilles. Okay? Globalement, la pneumonite des poumons dans l'arthrite est beaucoup plus rare que dans la sclérodermie. Et heureusement, parce que c'est le type UIP, c'est que c'est plus difficile à traiter. Il n'y a pas de traitement immunosuppresseur, c'est des traitements surtout antifibrosants. Et surtout, une autre chose, c'est de moins en moins fréquent. Parce qu'on les voyait chez les patients qui avaient certains, pour être simpliste, ça arrivait plus pour les maladies pour les patients qui avaient une maladie très grave arthritique et progressive et difficile à traiter. Les traitements de l'arthrite rhumatoïde ayant évolué beaucoup pour diminuer l'inflammation, l'atteinte des poumons a aussi en conséquence diminué beaucoup. Donc c'est très rare qu'on voit ça. Ça fait 20 ans, quand j'étais résident, je voyais beaucoup plus. Aujourd'hui, comme on contrôle l'inflammation arthritique beaucoup plus efficacement, beaucoup d'avancement dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde, l'atteinte secondaire au poumon est devenue beaucoup plus rare. C'est un peu ça. Génial, merci. J'enchaîne avec justement une autre question qui est arrivée au début de votre présentation. Vous avez mentionné que c'est long avant de diagnostiquer une sclérodermie, qu'il faut voir un spécialiste, puis on a mis en parenthèse un dermatologue, point d'interrogation. Comment est-ce qu'un omnipraticien peut mieux cibler et accélérer le processus de diagnostic? Parfait. Donc, vraiment, un élément très important dans une sclérodermie à son débutante, c'est la présence du phénomène des rénaux. Donc, phénomène des rénaux, c'est les mains, surtout les doigts, parfois les orteils, qui sont très sensibles à l'exposition au froid. Il vient très froid, il gèle, il change de couleur. Souvent, il y a 2 couleurs, mauve et blanc, parfois rouge. Mais c'est très intense souvent. Et puis, c'est un indice ça peut être une maladie débutante auto-immune dans les contextes de la sclérodermie. Cependant, il faut faire attention. Ces problèmes peuvent être fréquents chez les enfants, chez les adolescents, surtout les jeunes filles, les jeunes femmes adolescentes. Et là, la plupart des fois, c'est le phénomène de la maladie des rénaux primitives primaires. On ne s'inquiète pas trop. Mais si les rénaux commencent plus tardivement, après 30 ans, mais il faut se poser des questions. Donc ça, c'est vraiment la porte de dire, le médecin de famille dit « Ah, je vais faire voir un spécialiste ». Il y a des rhumatologues dans plusieurs, les grandes villes au Québec, les 3 grandes villes, dont Québec, Montréal, j'ai mis Sherbrooke comme une grande ville, Trois-Rivières aussi, à Laval, comment ça s'appelle la rive sud? Hein? À Longueuil? Ben, bref, il y en a partout dans la province, si je peux donner le coordonnées. Il y a des médecins spécialistes dans la sclérodermie et dans les rénaux qui peuvent faire des tests qui vont dire « Ah, ça c'est un sclérodermie débutante ». Donc, ouais.
Mais ce que j'entends, c'est encore une fois, c'est faux que ça passe par un spécialiste. Est-ce qu'un omnipraticien peut avoir des petits indices pour l'aider à ne pas référer tous ses patients, mais seulement ceux qui sont vraiment plus à risque de développer? Outre les rénaux, c'est difficile. Okay? La peau épaissie, il y a plusieurs problèmes de santé qui peuvent faire ça, plusieurs maladies dermatologiques. Il y a d'autres signes sur la peau, mais qui sont très discrets. C'est difficile. Mais une bonne chose, c'est que dire c'est presque impossible, virtuellement impossible, de commencer à faire une sclérodermie sans un phénomène des rénaux. OK. Donc, au moins, il y a ça ici qui est un premier indicateur. Merci, les médecins de famille ont déjà un réflexe de demander un test ou un anticorps qui peut aider aussi. Mais bref, idéalement, un adulte qui commence un rénaux, il devrait être évalué par idéalement un rhumatologue ou un autre médecin spécialisé dans les rénaux. Il y a des internistes qui font ça aussi. Okay. C'est beau. Dans la question, c'était écrit dermatologue, point d'interrogation. Est-ce que vous aviez mentionné dermatologue ou c'est vraiment rhumatologue? Les dermatologues sont souvent assez bons aussi pour penser à cette catégorie de maladies. Ça fait bien le travail aussi. OK, parfait. Merci beaucoup. On a parlé de la question ici. J'ai une autre question on me dit, si un patient est atteint de sclérodermie ou d'arthrite rhumatoïde, comment savoir s'il faut vérifier les poumons? Avec les sclérodermies, il faut toujours vérifier les poumons à chaque année. Point. Parfois, chaque 2 fois par année. Pour l'arthrite rhumatoïde, il faut idéalement faire un examen pulmonaire fréquemment, pas nécessairement aux 3-4 mois. Les patients, quand l'arthrite est active, sont vus à chaque 3 mois, ensuite parfois aux 6 mois, ensuite à chaque année. C'est une bonne pratique d'examiner, autre qu'examiner les articulations, de faire une auscultation, un examen des poumons. Mm-hmm. Parfois, une radiographie au départ et point. C'est ça pour l'arthrite. On ne fait pas de tests d'inspiration à répétition, on ne fait pas de scanners, sauf si on a des symptômes au questionnement ou on a à l'auscultation des poumons des indices ou encore à la radiographie, on a des indices. Donc, c'est beaucoup moins, le dépistage est beaucoup moins proactif dans l'arthrite rhumatoïde. L'atteinte est beaucoup plus rare lorsqu'il y a moins, les plus fréquents de sclérodermie. Et là, même que ton patient est asymptomatique, on va faire à chaque année des tests de fonction exploratoire. Génial, merci beaucoup. J'invite les observateurs à poster leurs questions parce qu'il m'en reste une dernière ici sur le site. Et ce qu'on me demande, c'est est-ce que toutes les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, particulièrement la sclérodermie ou l'arthrite rhumatoïde, vont développer progressivement une fibrose dans leurs poumons ou certains n'auront pas de complications, puis ce serait qui? Absolument pas. Donc, je vais vous montrer, il y a environ 15% dans certains cohortes, c'est des données variables, mais il y a 15% en moyenne des sclérodermies qui vont développer un problème au poumon. OK? Pneumonie interstitielle progressive, qu'on dit. Si ce n'est pas progressif, ça ne nous inquiète pas. Dans l'arthrite rhumatoïde, c'est moins que 5%. Donc, c'est moins que 3% même. Donc, non, une chose ne va pas dire l'autre. L'arthrite rhumatoïde, on a plusieurs types d'arthrite rhumatoïde. Il y a des éléments, les facteurs... Bref, c'est l'arthrite rhumatoïde vraiment, vraiment très grave qui a plus de risques d'avoir un problème au poumon. Aujourd'hui, dans l'année 2020, la plupart des arthrites rhumatoïdes ne sont pas graves. Et parfois, sont difficiles à traiter optimalement, mais ne sont pas très graves, déformantes. Donc, c'est pas beaucoup d'inquiétude. Okay. Donc, il n'y a pas d'inquiétude outre mesure là, à voir si on est un patient qui a ces conditions-là. Merci. Je vais remercier les commanditaires tout de suite parce que j'ai plus de questions qui arrivent. Puis je vais voir si notre directrice exécutive va se présenter pour dire le petit mot de la fin. La voilà. Mais je vais remercier les commanditaires de ce mois de la fibrose pulmonaire, étant Boring Ingelheim Canada et Roche Canada pour leur contribution, pour leur support à ça. Docteur Maceto, un gros merci pour votre explication, votre présentation aujourd'hui. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Et je vais laisser le mot de la fin à notre directrice générale, Sharon Lee. Merci. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Maceto. So appreciate your time today. Learned so much. Thank you, Marc-André Leluc. Thank you, everybody. Bye-bye.